Je vous donne quelques informations sur la situation française dans les universités. Nous n'avons pas eu beaucoup de manifestations pro-Hamas, principalement à Sciences Po, qui est l'école principale pour former l'élite. Ce n'est donc pas une surprise. Mais pour votre information, en France, les universités ne sont pas infiltrées par le communisme. Elles sont communistes. La principale institution qui sélectionne les enseignants est communiste. Elle s'appelle le CNU, Conseil national des universités. Et donc, si vous n'êtes pas communiste ou si vous êtes anticommuniste, vous n'obtiendrez jamais un diplôme de ces gens-là. Voilà comment ça fonctionne. Et pour vous donner un exemple, nous avons Rima Hassan, numéro 7 sur la liste de l'extrême gauche LFI pour les élections européennes. Et cette jeune femme, qui est franco-palestinienne, a dit lors d'une interview qu'Israël n'a pas le droit de se défendre, mais que le Hamas et ce que le Hamas a fait le 7 octobre était tout à fait légitime. Elle a donc été autorisée à participer aux émissions télévisées et c'est vraiment un gâchis parce que la France devient rapidement antisémite et je le vois devant mes yeux. C'est assez terrible. Donc, Alexandre, peux-tu nous parler d'une nouvelle que tu as vue en Allemagne récemment? D'accord. Alors, ce que j'ai vu dans mes notes, c'est une sorte de continuation de ce dont j'ai parlé quelques minutes plus tôt. Il s'agit d'une sorte de programme continu qui ne cesse de croître et de s'amplifier. Henry Kissinger a visité le palais Metternich à Vienne. À cette occasion, il a commencé à nouer de plus en plus de contacts sur le sol allemand. Kissinger est originaire d'ici, pas loin de chez moi. Mais il a perdu le contact avec beaucoup de gens parce que sa famille, ou une partie de sa famille, a échappé aux nazis. Mais il est retourné en Europe et a noué des contacts avec des personnes très influentes. L'un de ces contacts était Gloria von Thurn und Taxis, une famille très ancienne et très puissante. Ils sont devenus très proches. Elle lui a rendu visite à plusieurs reprises. Et donc, Gloria von Thurn und Taxis est issue d'une famille vieille de 1000 ans. Elle s'est mariée avec cette famille. Elle est elle-même une von Schönburg. Et ironiquement, cette famille a été impliquée dans la création des médias conspirationnistes modernes. De nouvelles études ont été réalisées en Autriche, notamment par le professeur Klaus Oberhauser, qui a réalisé une très bonne étude sur le sujet. Le clan von Thurn und Taxis dirigeait un agent appelé Alexander Horn. Il s'agissait auparavant d'un agent britannique. Mais ils ont bien sûr collaboré avec les Britanniques. Et cet Alexander Horn a fourni le matériel pour les premiers livres de conspiration moderne à succès à la fin des années 1790. C'est donc une famille intéressante. Et nous savons à quel point l'idéologie conspirationniste est importante pour les Russes, pour la gauche et pour les groupes palestiniens. Donc cette Gloria, dont la famille est très puissante, puisqu'elle a des milliards, littéralement, dans sa fortune, elle est très puissante, donc elle promeut l'idée que l'ancienne Russie serait de retour. Elle est liée à de nombreux groupes orthodoxes et catholiques. Alors Alex, je suis désolé de vous couper, mais c'est une émission d'actualité. Donc, il s'est passé beaucoup de choses en Allemagne ce mois-ci. J'ai noté beaucoup de choses sur lesquelles je voudrais avoir votre point de vue. Donc, vous avez déjà parlé de cette histoire, mais j'ai beaucoup de questions à vous poser sur l'Allemagne d'aujourd'hui. Est-ce que je peux le faire? Oui, bien sûr. Ok, donc, selon Bild du 7 mai, les communistes chinois ont acheté le plus grand bordel d'Allemagne, le Pacha à Cologne, un immeuble de 11 étages. Alors, étiez-vous au courant et qu'en pensez-vous?
Non, je n'ai pas entendu parler de cette histoire, mais il s'agit d'un phénomène très important en Allemagne. Chaque fois qu'il y a un grand événement footballistique, comme la Coupe d'Europe ou la Coupe du Monde, il manque de prostituées pour servir tous les clients. Ils font donc venir de nouvelles prostituées d'Ukraine, de Russie, et c'est presque toujours la mafia qui s'en charge. Alors, je ne sais rien de particulier sur ce bordel-là, le Pacha, mais c'est généralement un très gros problème, une très grosse affaire. Au fil des ans, j'ai constaté que certaines des filles provenant de l'ex-Union soviétique étaient expédiées ici et qu'il y avait toujours des conditions à respecter. Il y a toujours des contreparties. Il y a toujours quelqu'un en arrière-plan qui regarde et observe. Il existe différents types de bordels en Allemagne, des bordels ordinaires et des bordels plus spéciaux, où les clients les plus riches veulent des filles de 18 ans ou parfois plus jeunes, originaires d'Ukraine ou de l'ex-URSS. Cela a été un énorme problème depuis longtemps. Et il faudrait être stupide, vraiment stupide, pour aller dans un endroit comme celui-ci en général, et surtout si l'on sait que les Chinois en sont propriétaires. Bon, quant à moi, je suis chrétien, donc j'encourage les chrétiens et les non-chrétiens d'ailleurs à lire Ézéchiel 23 dans leur Bible. Ça parle de deux prostituées et de ce que Dieu prévoit pour elles. Et ça me rappelle la France et l'Allemagne et leur prostitution avec la Chine et la Russie. Alors, je voulais aussi que vous réagissiez à d'autres nouvelles que j'ai lues concernant l'Allemagne. Le 12 mai, le Daily Mail a dit que l'Allemagne envisageait d'enrôler tous les jeunes de 18 ans par crainte d'une guerre totale de l'OTAN avec la Russie, alors que les forces de Poutine avancent en Ukraine. Eh bien, on en parle beaucoup depuis 2014 et surtout depuis 2022. Mais l'ancien service de conscription, on ne peut pas le remettre en place. C'était pendant la guerre froide. Nous avions 500 000 personnes dans les forces armées, toutes sortes d'équipements, des officiers en formation. Mais maintenant, on manque d'officiers expérimentés. On manque d'équipements. Il est donc impossible de recruter tous ces jeunes hommes et de les évaluer pour voir à quel type de formation militaire ils pourraient être affectés. Il faut aller dans un endroit où l'on vous examine, je l'ai moi-même fait, et où l'on vous remet une sorte de bulletin de notes. Et en fonction de ce bulletin, vous pouvez postuler à différents postes dans les forces armées. Mais dans l'ancien système, l'entraînement de base était si long qu'il fallait rester là une éternité. Aujourd'hui, il est possible de créer un service de conscription très court, de type bootcamp. Ainsi, ces jeunes hommes seraient engagés pour 3 mois, voire 2 mois seulement, et peut-être même pour quelques week-ends. C'est le mieux qu'ils pourraient faire, mais je ne pense pas qu'ils puissent le faire passer politiquement avant que la Russie ne fasse quelque chose de nouveau, d'important et voire de scandaleux. Comme par exemple une offensive importante pour prendre le contrôle de la majeure partie de l'Ukraine, ou attaquer les pays baltes, ou quelque chose de ce genre. Mais c'est un peu le problème, si vous attendez que l'opinion publique rattrape le réel, il est déjà trop tard. Et il est probablement déjà trop tard, mais si vous attendez encore 1 an ou 2 et que vous entraînez ces jeunes de 18 ans, que sont-ils capables de faire exactement? On peut rester là, à faire des contrôles à des checkpoints, mais faire combattre la génération actuelle de jeunes, c'est presque impensable. Ce n'est pas l'Allemagne dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas les années 30, ce n'est même pas les années 1910. Ces jeunes ne peuvent pas se battre. On peut leur donner une formation de base, mais c'est à peu près tout. Et cela faisait partie d'un accord secret, probablement, après 1991, afin que nous puissions rester au sein de l'OTAN en tant que pays unifié, mais à condition que nous n'ayons pas de véritable armée et que la conscription prenne fin. Jeff, Trevor, une réaction?
à cette histoire de conscription militaire. Ah, vous avez coupé votre micro, Jeff. Oui, je suis de plus en plus sceptique sur le fait que l'Allemagne puisse faire quelque chose dans la crise actuelle en Europe. C'est le gouvernement de Scholz et c'est la chose dont nous pouvons parler, qui a un passé communiste lié à l'Union soviétique. Tout comme Macron en France, ce n'est pas quelqu'un qui est susceptible de se battre pour arrêter la Russie ou la Chine. Il pourrait rendre service pour aider l'Ukraine, mais je ne pense pas qu'on puisse lui faire confiance. Donc, la conscription en Allemagne, peut-être que c'est juste pour que les gens soient contre l'idée de défendre le pays. Peut-être c'est cela que cela veut dire. Vous allez être enrôlés, attention. Tout comme Macron et les troupes en Ukraine ont eu l'effet inverse. Absolument. Scholz, lorsqu'il était jeune, était une jeune étoile montante du communiste. Il a visité l'Allemagne de l'Est soviétique un grand nombre de fois. Il a été traité comme un chef d'État, même s'il n'était encore qu'un jeune homme. Mais l'Allemagne de l'Est soviétique était fortement militarisée. Ils avaient, et ce dès l'enfance, ils avaient ces groupes, je crois qu'ils les appelaient les jeunes pionniers ou quelque chose comme ça, toutes sortes de groupes, et vous apprenaient à marcher, à camper, à suivre des ordres, et à préparer ces enfants, puis avoir une sorte de service militaire obligatoire, et ensuite à les y familiariser. Et bien sûr, on les bourre d'idéologie dès le jardin d'enfants. C'est un peu ce que font certains pays. Ils prennent les enfants dès le jardin d'enfants. Ils les endoctrinent, puis ils les transforment en ce qu'on appelle en Amérique, vous savez, ces jeunes groupes qui courent dans les bois, commençaient déjà, les Boy Scouts. On les transforme alors en Boy Scouts communistes et on les amène au point où ils peuvent se battre physiquement. C'est quelque chose qui était très courant dans les pays de gauche. Mais maintenant que ce chancelier gauchiste dirige l'Allemagne unifiée, il renverse totalement la situation et dit en substance, ou insinue, que ce n'est pas bien et ce n'est pas de gauche d'avoir une jeunesse militarisée. Ce n'est pas bien et ce n'est pas de gauche d'apprendre aux jeunes hommes à se battre. Voici ce qu'il faut comprendre de la gauche. Lorsque la gauche est au pouvoir, elle n'aime pas l'homosexualité, elle n'aime pas l'immigration, elle aime l'armée, elle aime les armes. Lorsqu'elle n'est pas au pouvoir, elle veut se débarrasser des armes et elle veut promouvoir l'homosexualité. C'est comme la Chine. La Chine exécute les trafiquants de marijuana, mais elle accorde des incitations fiscales aux entreprises pour qu'elles envoient du fentanyl aux États-Unis. Lorsqu'ils sont au pouvoir, les communistes veulent consolider leur pays, le préparer à la guerre et à l'invasion. Mais quand les communistes ne sont pas au pouvoir, ce sont les plus grands hippies que vous ayez jamais vus. En France, Jean le sait, avant la Seconde Guerre mondiale, les communistes français ont activement aidé les nazis à envahir la France. Au moins, Scholz est très mal placé dans les sondages. Tout son parti, les sociaux-démocrates, est en chute libre. Ils ne sont plus qu'à 15% dans les sondages. Et leurs partenaires de coalition, les Verts, ne vont pas très bien non plus. Ils sont aux alentours de 15%. Les gens en ont donc marre. Et on finit avec tout ça. Mais maintenant, tout le monde attend le retour des conservateurs en Allemagne. Le parti conservateur principal est actuellement dirigé par un homme très pro-américain, très favorable aux affaires, au business, très conservateur. Ils sont aujourd'hui à environ 32%, quelque chose comme ça. Donc les gens espèrent une croissance. Et puis, vous avez l'extrême droite. Il y a quelques mois, l'extrême droite qui est pro-Russie et pro-Chine, comme vous le savez. Ils ont eu des problèmes pour ça. Ce parti était à 22%, ce qui est bien sûr ridicule. Si l'extrême droite est plus élevée dans les sondages que les sociaux-démocrates au pouvoir, c'est ridicule. Mais ces arrestations et ces enquêtes ont eu lieu. Il s'agit de Maximilian Krah, un politicien de droite bien connu dont l'assistant a été arrêté et qui a été accusé d'avoir commis des infractions.
Son assistant a été arrêté, l'accusation étant que ce type espionnait pour le compte de la Chine. Oui, vous en aviez parlé la dernière fois. Et donc, un autre homme, Peter Bistron, originaire de Bavière et très favorable à la Russie, fait actuellement l'objet d'une enquête lui aussi. Ses bureaux ont été perquisitionnés, son domicile a été perquisitionné par les autorités parce que les services de renseignement tchèques ont dit que nous avons des enregistrements vidéo et audio de cet homme prenant des paquets d'argent liquide d'un intermédiaire que les Russes utilisent. Ils affirment que l'enregistrement audio montre que cet homme politique allemand se plaignait des billets de 200 € qu'il recevait. Il demandait des plus petites coupures, parce qu'il n'y a pratiquement aucun endroit où l'on peut payer avec un billet de 200 €. Il s'est donc plaint, et selon les services de renseignement tchèques, et qui sait si d'autres services disposent de ces informations, ou même d'autres informations. Parce que je me souviens qu'en 2016, c'était le début de l'administration Trump, je crois que c'était James Clapper, j'ai lu son livre il y a quelque temps. Donc James Clapper, le directeur de tous les services de renseignement américains, avait déclaré ce qui suit: nous allons vraiment vérifier ces partis européens, en particulier les partis européens de droite qui sont favorables à la Russie. Nous allons les examiner de très près, même en remontant 10 ans en arrière s'il le faut, et en vérifiant ce qu'ils ont fait. J'espère que nous aurons plus de révélations et de faits concrets et que nous en verrons un jour les faits, car ce parti d'extrême droite est passé de 22% dans les sondages à 15% aujourd'hui, et il pourrait descendre encore plus bas. D'accord. Alors, quelqu'un veut-il ajouter quelque chose? Puis-je demander à Alex, le président pro-russe de la Slovaquie, est-ce qu'il y a eu une tentative d'assassinat? Savez-vous quelque chose à ce sujet et qui l'a fait? Eh bien, la dernière information en date est qu'il s'agit d'un homme de 71 ans, mais qu'il ne s'agit probablement pas d'un assassin solitaire. Certaines personnes ont trouvé qu'il était lié à un groupe pro-russe, mais il dit maintenant qu'il a fait cela parce qu'il n'aimait pas la politique du gouvernement. Selon les dernières informations, d'autres personnes auraient été impliquées, ce qui fait que la situation évolue au jour le jour. Nous avons vu tellement de meurtres, des meurtres au sens propre à Berlin par des agents russes. Plusieurs personnes ont été littéralement assassinées sur le sol allemand par des agents russes, et cette question n'a jamais été abordée de manière appropriée par les responsables politiques. Mais maintenant que vous avez vu cette tentative d'assassinat, que vous avez vu l'assassinat de la fille d'Alexandre Dugin et d'autres événements, cela a secoué beaucoup de gens, des personnes influentes et certains politiciens. Ils savent maintenant que les gants ont été retirés. Ce n'est pas la même situation qu'il y a 10 ans, lorsque les Russes pouvaient faire n'importe quoi et qu'il ne leur arrivait jamais rien. Que cet homme soit un assassin solitaire, âgé de 71 ans, alors peut-être, oui, c'est juste un assassin solitaire, mais si c'était sa motivation, si nous obtenons plus par son témoignage qu'il a donné, et il aurait fait cela à cause de l'influence russe, cela compte aussi comme une réaction massive à ce que les Russes ont fait. Et ils ont tué, comment s'appelait le type, le transfuge qu'ils ont empoisonné avec du polonium? Alexandre Litvinenko, voilà. Litvinenko, ils ont tué Litvinenko en Europe, et la première enquête à ce sujet était très faible. Et 10 ans plus tard, ils ont mené une véritable enquête en Grande-Bretagne à propos de Skripal. Maintenant, ils disent: oui, nous savons qui étaient les agents, nous les avons suivis, nous avons pu tracer les radiations radioactives, nous pouvons donc savoir où ils étaient. Cela a donc pris beaucoup de temps, mais les gants ont été enlevés. Le livre From Russia with Blood parle de tous les meurtres commis par les services russes en Grande-Bretagne. Cela fait beaucoup de monde, et bien sûr, sur tout le continent, il y a encore plus de gens dont nous n'avons même pas idée. Les Russes ont même tué certains de leurs propres citoyens. Sur le sol allemand, il y avait un homme qui était le fils de quelqu'un d'important,
Et ce n'est pas une blague, vous pouvez vérifier ça sur le web. Ce type est tombé de la fenêtre de l'ambassade russe à Berlin. C'était le fils de quelqu'un d'important. Ils ont récupéré le corps et on leur a proposé une autopsie, mais bien sûr, ils l'ont refusé. Ils ont simplement emballé le corps et l'ont expédié chez eux. Alors, passons à la France, si vous le voulez bien. J'ai quelques nouvelles auxquelles vous pouvez réagir. Le 8 mai, nous avons appris que les services de renseignement français avaient identifié un vaste réseau d'avocats, tous acquis à la cause des frères musulmans. Ils sont prêts à aider les frères musulmans dans leur démarche administrative. Avez-vous un commentaire là-dessus? S'agit-il d'avocats français musulmans? Oui, des Français musulmans. Ils ont essayé il y a 10 ans avec un avocat célèbre qui travaillait avec les gangs ici, Karim Achoui, mais il a été expulsé de France et renvoyé en Algérie, donc ça n'a pas pris, ça n'a pas marché. Mais maintenant, ils réessayent et ils ont le temps avec eux. Mais oui, rien de nouveau sous le soleil, vraiment. Les autres nouvelles que j'ai eues concernent les différentes attaques que nous avons subies ici en France et en particulier en Nouvelle-Calédonie. Selon les services de renseignement français, la Chine soutient le mouvement indépendantiste kanak, notamment par l'intermédiaire de l'association de l'amitié sino-calédonienne, qui est contrôlée et financée par le Parti communiste chinois. Le gouvernement a interdit TikTok en Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, parce que c'est une grande nouvelle. Je pense que c'est la première fois que cela arrive en Occident. Et selon moi, cela prouve 3 choses. Le gouvernement peut le faire quand il le souhaite. Le réseau chinois alimente les émeutes là-bas. Et enfin, il laisse TikTok faire son travail de sape en France en attendant que les catastrophes se produisent. Donc, c'est une grande nouvelle. Donc, vous n'en avez pas entendu parler dans vos différents pays de cette interdiction de TikTok en Nouvelle-Calédonie? Non, je n'ai pas entendu parler de ça, non. Dans les années 80, j'ai suivi de très près la montée du sentiment indépendantiste kanak, qui était soutenu par les communistes néo-zélandais et australiens, donc du côté soviétique, si vous voulez. Mais les soviétiques appellent cela la question nationale, et les communistes parlent de la question des nationalités, développée par Staline. Donc dans une région où la classe ouvrière industrielle n'est pas développée, il faut miser sur les différences raciales et ethniques. Vous lancez donc un mouvement d'indépendance et vous le soutenez pour qu'il renverse le gouvernement existant ou qu'il forme un État dissident. C'est donc parfaitement conforme à la philosophie maoïste et c'est également le cas du mouvement indépendantiste hawaïen. Les Chinois sont impliqués dans l'agitation des Maoris de Nouvelle-Zélande, tout comme les Cubains d'ailleurs. Les Cubains agissent parmi les aborigènes australiens, qui sont aidés par la Search Foundation. Ils sont d'ailleurs en train de manipuler les aborigènes en ce moment même. Donc, c'est une pratique courante. Les Chinois se sont installés dans les îles Salomon et à Samoa, n'est-ce pas? Que pouvez-vous nous dire sur ces îles et comment cela s'est-il passé? Je pense qu'ils ont pris le contrôle des îles Salomon et qu'ils avaient l'intention d'y installer une base à un moment donné. Et il y a eu une certaine résistance à ce projet. Au Samoa, le nouveau Premier ministre était une candidate anti-chinoise, une femme, donc ce qui est une bonne chose. Mais Fidji est aussi très proche de la Chine, le Vanuatu est proche de la Chine. Les Chinois sont présents dans les îles Cook, qui font en réalité partie de la Nouvelle-Zélande. C'est à 1600 km au nord de la Nouvelle-Zélande. C'est un territoire administré par la Nouvelle-Zélande. Les Chinois sont donc présents dans pratiquement tous les pays du Pacifique et ils les font passer d'une position pro-taïwanaise à une position pro-Chine continentale, généralement par le biais de subventions en espèces et de pots de vin. C'est ainsi que les choses se passent. Je pourrais peut-être expliquer pourquoi ces îles sont importantes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ligne de vie entre l'Australie et les États-Unis passait par la Nouvelle-Calédonie, Fidji, Samoa, Hawaï et les États-Unis.
La raison en est la base aérienne et le rayon d'action des avions. Les bases aériennes situées sur ces îles pouvaient protéger le trafic maritime des sous-marins le long de cette chaîne d'îles. C'est ce que les Japonais ont tenté de faire lors de la bataille de Guadalcanal et de la bataille de la mer de Corail. Ils essayaient d'envahir Port Moresby et de descendre les îles Salomon jusqu'à la Nouvelle-Calédonie, et s'ils y parvenaient, ils auraient alors eu accès à l'Australie. Ainsi, leurs sous-marins et leurs avions auraient pu stopper l'approvisionnement de l'Australie. Et cela ressemble à ce que fait la Chine aujourd'hui. Je vais vous dire autre chose d'important sur cette région. Le Parti communiste australien et la Search Foundation ont été les principaux bailleurs de fonds du mouvement d'indépendance du Timor oriental. Anthony Albanese était l'un des principaux bailleurs de fonds de ce mouvement. Aujourd'hui, le Timor oriental a toute une série de conseillers et d'éducateurs cubains communistes qui dirigent des programmes d'endoctrinement pour le peuple du Timor oriental. Il s'agit d'une île située à la pointe de l'Indonésie, au nord de Darwin, à 400 km de Darwin, donc très près. Et maintenant, les Chinois sont là et ils envisagent même d'y installer une base militaire. Et oui, ce serait votre base d'invasion pour l'Australie, parce que vous pouvez projeter votre puissance aérienne depuis le Timor oriental sur cette partie de l'Australie, et vous pouvez débarquer et mettre en place une ligne de ravitaillement et faire entrer des troupes en Australie. Oh oui, très facilement. C'est une grande guerre en Australie, mais Albanese ne fait rien à ce sujet. Et en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, les Chinois sont également intéressés par les mines de nickel, qui représentent environ 25% du stock mondial. Nickel est vraiment très important, car c'est une terre rare.